Merci à l'association pardon, Pardon, des médecins. les gens qui sont inscrits pour l'atelier de l'ILIB sont invités à se rendre à la salle. Merci. Merci donc à l'association des médecins privés de la wilaya de Chlef de m'avoir associé à cette journée de formation médicale continue. Donc on va essayer de parler de traitement antihypertenseur, des classes de traitement hypertenseur pour des profils particuliers. Donc, vous savez tous que l'hypertension artérielle est le facteur de risque cardiovasculaire le plus fréquent dans le monde. Et on estime actuellement, dans toutes les études et dans toutes les publications, qu'un tiers de la population mondiale, de la population adulte, serait donc hypertendue. Est-ce que l'hypertension artérielle représente un risque cardiovasculaire? Donc ça a été démontré dans cette fameuse étude de Lewington publiée en 2012 dans Lancet et qui montre que pour toutes les tranches d'âge, vous avez une augmentation du risque cardiovasculaire avec l'augmentation de la pression, quelle que soit la tranche d'âge. Vous voyez que la courbe est ascendante, que ce soit pour la systolique ou pour la pression diastolique. Vous avez ici une dernière publication en 2014 dans Lancet, qui a une grande méta-analyse qui a regroupé plus d'1 million de sujets atteints d'hypertension artérielle et qui démontre parfaitement qu'il y a au moins 12 pathologies liées à la présence de l'hypertension artérielle et que le lien entre hypertension artérielle et maladie et ses complications partant du cœur jusqu'à l'anévrisme de l'aorte abdominale est bien lié et bien démontré entre l'hypertension artérielle. Donc l'hypertension artérielle est un réel facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Est-ce qu'il y a un intérêt à traiter l'hypertendu? Vous voyez cette ancienne également étude menée par Lewington qui montre que sur 1 million de sujets également, que la baisse de 2 mm de mercure, de pression de 2 mm de mercure pourrait entraîner une réduction de 7% pour la mortalité cardiaque et de 10% pour la mortalité par AVC. Un dernier travail très récent également, donc publié en février 2015, mené sur plus de 100 000 participants diabétiques sur 40 essais menés entre 1966 et 2014, c'est-à-dire sur 40 ans, et on retrouve qu'il y a un lien important entre la baisse de la pression artérielle par le traitement et la baisse de la pression artérielle et les différents événements, mortalité, événements cardiovasculaires, coronaires ou autres. En l'absence, donc, pourquoi parler de profil d'hypertendu et quelle classe qui pourrait donc être utile pour tel ou tel traitement? En l'absence de comorbidité, le bénéfice tiré du traitement antihypertenseur dépend très largement de l'amplitude de la réduction de la pression artérielle qu'il permet d'obtenir et non pas du choix d'une classe pharmacologique plutôt qu'une autre. C'est-à-dire que le fait de baisser la pression artérielle entraîne de la mortalité et de la morbidité cardiovasculaire, quelle que soit la classe utilisée. Mais quel est l'intérêt de choisir telle classe ou telle classe chez ce patient ou chez un autre? Tout dépendra donc des comorbidités associées. Dans ce cas, on va avoir donc un bénéfice, un surplus de bénéfices, si vous voulez, fonction de la comorbidité et du choix de la classe thérapeutique. Ceci donc a été résumé dans cette ancienne plaque, si vous voulez, de la G166 en 2003 qui montrait toutes les indications spécifiques et les classes thérapeutiques qui pouvaient donc s'associer. On va essayer de détailler toutes ces données à la lumière des dernières recommandations. Donc les recommandations depuis 2013-2014, qu'est-ce qu'ils disent en ce qui concerne le choix thérapeutique fonction du profil du patient, ou plutôt fonction de la comorbidité associée à ce patient. Les dernières recommandations, quand on revoit les dernières recommandations des sociétés savantes internationales, que ce soit la Société européenne de l'hypertension artérielle ou la Société américaine de l'hypertension artérielle, elle dépend beaucoup plus, le choix dépend de l'âge.
de l'ethnie selon la couleur blanche ou noire du sujet à traiter, selon la présence ou pas du diabète et secondairement d'un syndrome métabolique, selon l'atteinte rénale et selon l'atteinte cardiaque, que ce soit la fibrillation auriculaire, la coronaropathie ou l'athérosclérose diffuse. Le premier, si vous voulez, la première société savante, NICE, anglaise, donc, qui a déjà, dès le début, tracé un chemin de prise en charge des hypertendus fonction de l'âge. Soit il s'agit d'un sujet qui a moins de 55 ans, soit il s'agit d'un sujet qui a plus de 55 ans. Donc moins de 55 ans. Moins de 55 ans, c'est les EEC. Plus de 55 ans, inhibiteur calcique ou diurétique. Donc il y a un cut-off à partir de 55 ans. Moins de 55 ans, préférez les EEC, ou s'ils sont mal tolérés, préférez les ARA2, c'est-à-dire un bloqueur du système rénine-angiotensine. Si l'hypertendu est âgé de plus de 55 ans, il faut choisir un inhibiteur calcique ou bien un diurétique. Ceci est également valable pour le sujet de couleur noire, quel que soit son âge. Donc l'initiation du traitement, pourquoi choisir pour la population qui a moins de 55 ans un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, particulièrement par les IEC? Parce que l'initiation du traitement antihypertenseur par un ARA2 ou bien un IEC est associée à une persistance plus élevée. Qu'est-ce que ça veut dire une persistance plus élevée? C'est-à-dire que le malade gardera son traitement de façon plus longue et de façon plus prolongée. Donc il est associé à une persistance plus élevée que l'initiation du traitement par un diurétique ou par un bêta-bloquant pour des raisons à la fois d'efficacité et de tolérance, les inhibiteurs calciques étant en position intermédiaire. C'est-à-dire si vous prescrivez un bloqueur du système rénine-angiotensine, que ce soit un IEC ou un ARA2, chez quelqu'un qui a moins de 55 ans, vous allez observer une meilleure observance du traitement. Le malade gardera plus son traitement, un peu plus si vous lui prescrivez un inhibiteur calcique qui va donner des œdèmes ou un bêta-bloqueur qui va donner, par exemple, des problèmes sur le plan sexuel. Alors NICE en 2011 avait également, même s'il avait donc éliminé les bêta-bloqueurs de traitement de première intention, avait donc autorisé ou avait suggéré de traiter le sujet jeune intolérant aux bloqueurs du système rénine-angiotensine ou ceux avec un profil d'hyperactivité sympathique d'utiliser les bêta-bloqueurs. Et pourquoi les bêta-bloqueurs ont été éliminés? Donc, les recommandations de NICE en 2006 avaient déjà bouleversé la conduite thérapeutique parce que quelques années auparavant, l'OMS avait demandé de prescrire les bêta-bloqueurs ou les diurétiques en première intention. Et en 2006, NICE avait introduit cette notion qu'il faut éliminer à tout prix l'utilisation des bêta-bloqueurs en première intention parce que les bêta-bloqueurs donneraient moins de protection vis-à-vis des AVC chez l'hypertendu et elle donnerait plus d'incidence de diabète chez cette population. Les Canadiens en 2014 donc, recommandent également, en fonction de l'âge, de ne pas utiliser les bêta-bloqueurs chez les sujets de plus de 60 ans. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les bêta-bloqueurs à partir de 60 ans, leur effet bénéfique sur l'hypertension artérielle diminue et on a moins de protection vis-à-vis de la survenue des AVC dans cette population âgée de plus de 60 ans. Alors, quand on revient aux recommandations américaines publiées l'année passée, donc la GNC 8, pour la première fois, la GNC 8, donc le NICE, les Anglais, ont, si vous voulez, basé leur orientation thérapeutique fonction de l'âge, supérieur à 55 ans ou inférieur à 55 ans. Les Américains, pour la première fois, ils basent leur orientation thérapeutique, si vous voulez, sur la couleur de la peau. Est-ce qu'il s'agit d'un sujet de couleur blanche? Ou est-ce qu'il s'agit d'un sujet de couleur plutôt noire ou de couleur non noire? De couleur non noire parce que chez eux, il n'y a pas que la couleur blanche, ils ont des Asiatiques, ils ont des Hispaniques qu'ils ont mis dans cette catégorie de patients, c'est-à-dire non-black. Donc les non-black population, y compris les diabétiques, les antihypertenseurs de première ligne à utiliser sont les thiazidiques, les inhibiteurs calciques, les IEC et les ARA2. Vous voyez qu'il n'y a pas de bêta-bloqueurs en première intention dans les recommandations de la GNC 8. La GNC 8 également, pour les sujets de couleur noire,
les antihypertenseurs de première ligne sont les thiazidiques et les inhibiteurs calciques. Et vous constatez d'emblée que les bloqueurs du système rénine-angiotensine ne sont pas utilisés en première ligne chez les sujets de couleur noire. Parce que les sujets de couleur noire sont censés avoir une hypertension artérielle à rénine basse, donc les bloqueurs du système rénine-angiotensine sont moins efficaces. Ce n'est que les inhibiteurs calciques et les thiazidiques qui donneraient un meilleur résultat. Alors, si le sujet présente un diabète avec une atteinte rénale, quel que soit l'âge et quelle que soit la race, on doit préférer les bloqueurs du système rénine-angiotensine, c'est-à-dire les IEC ou les ARA2, seuls ou en association avec d'autres antihypertenseurs. Et malgré si le sujet est de couleur noire ou chez qui les bloqueurs du système rénine ne sont pas efficaces, mais quand il y a une atteinte rénale, il faut préférer les bloqueurs du système rénine-angiotensine. S'il y a un diabète sans atteinte rénale, quel que soit l'âge, on revient à la forme précédente, c'est-à-dire les sujets de couleur noire préférer les thiazidiques et les inhibiteurs calciques seuls, les sujets qui ne sont pas de couleur noire, donc toutes les classes sont autorisées en dehors des bêta-bloqueurs. Alors, pour les recommandations européennes de 2013, le diabète, le choix de médicaments, ils disent qu'il doit dépendre de l'efficacité et de la tolérance. Il n'y a aucune restriction ou orientation chez le diabétique. On peut utiliser n'importe quelle classe thérapeutique. Le choix individuel doit prendre en considération, bien entendu, la présence d'une comorbidité et le contrôle tensionnel chez le diabétique est très difficile, donc ça nécessite souvent une association thérapeutique. Le diabète, du fait du bon effet qu'ont les EEC et les ARA2 sur la protéinurie, il est raisonnable d'inclure l'un des deux dans les associations thérapeutiques. Donc, si on procède à une association chez le diabétique, un bloqueur du système rénine-angiotensine doit figurer dans cette association parce qu'il donnerait une meilleure néphroprotection, comme vient de le préciser notre ami Saïdani. L'association entre les bloqueurs du système rénine-angiotensine, c'est clair, il ne faut pas associer les bloqueurs du système rénine-angiotensine entre deux, et donc elle doit être évitée du fait de l'augmentation du risque de l'hyperkaliémie et de l'insuffisance rénale dans cette population si on associe les deux bloqueurs. Le syndrome métabolique, qui est une entité à part, comme le syndrome métabolique est un état prédiabétique, les bloqueurs du système rénine-angiotensine et les inhibiteurs calciques sont à privilégier, donc sont à préférer. Il faut surtout ne pas utiliser les bêta-bloqueurs qui vont aggraver ou accélérer le passage à la survenue, donc le passage au diabète, et les diurétiques, et surtout ne pas associer un diurétique et un bêta-bloqueur chez quelqu'un qui est obèse ou chez quelqu'un qui présente un prédiabète ou chez quelqu'un qui présente un syndrome métabolique, parce que ça ne fait qu'aggraver cette situation donc, et entraîner donc l'apparition du diabète de façon plus précoce. Le sujet âgé, dans les recommandations européennes de l'hypertension artérielle, donc on doit préférer soit un inhibiteur calcique, soit un diurétique. Ils sont plus efficaces chez le sujet âgé, donc, parce que les bloqueurs du système rénine-angiotensine sont beaucoup plus efficaces chez le sujet de moins de 60 ans ou de moins de 55 ans, comme le précise NICE. En cas de grossesse, c'est connu, méthyldopa, labétalol et nifedipine sont les médicaments les plus connus et les plus vérifiés, si vous voulez, parce qu'on vérifie, je dis bien vérifié, parce qu'il n'y a pas d'études menées chez la femme enceinte, mais il y a des consensus et des avis d'opinion qui ont confirmé que l'utilisation de l'abétalol, de la nifedipine et de méthyldopa donnerait un meilleur résultat chez la femme enceinte et que les bêta-bloqueurs et les diurétiques sont à éviter, surtout s'il y a une hypovolémie préalable. En cas d'atteinte rénale pour la Société européenne de l'hypertension artérielle, en présence d'une microalbuminurie ou d'une protéinurie donc, avérée, les IEC et les ARA2 sont utilisés seuls ou bien en association. Le double blocage n'est pas recommandé. Le double blocage, c'est-à-dire associer un ARA2 à un IEC, donc ce qui est utilisé par certains néphrologues pour diminuer au maximum la néphropathie, n'est pas recommandé par la Société européenne de l'hypertension artérielle. Les anti-aldostérones ne sont pas également recommandés, surtout qu'en association avec les bloqueurs du système rénine-angiotensine, du fait qu'ils augmentent le risque d'hyperkaliémie et il aggrave la dégradation de la fonction rénale. Chez les hémodialysés, tous les hypertenseurs peuvent être utilisés, à l'exception des diurétiques. Dose
doit être déterminé par le néphrologue selon le mode de dialyse et selon comment le médicament ou la drogue utilisée et son degré, est-ce qu'il est dialysable ou pas. En cas d'atteinte coronarienne, en cas d'atteinte cardiaque, donc il y a des évidences qui montrent que les bêta-bloqueurs et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion donnent de meilleurs résultats et une meilleure protection cardiaque. Tous les antihypertenseurs peuvent être utilisés donc, chez le patient qui présente une coronaropathie, surtout les bêta-bloqueurs et les inhibiteurs calciques sont privilégiés également si le malade est symptomatique, s'il présente une angine de poitrine, il vaut mieux préférer un bêta-bloqueur ou bien un inhibiteur calcique dans cette présentation. Alors, cette recommandation qui est maintenue jusqu'au 2013 risque dans l'avenir de disparaître. Je ne peux prédire, mais je le dirai parce qu'il y a un grand travail qui a été publié en 2014 et qui montre que les bêta-bloqueurs sont bénéfiques en post-infarctus, oui, mais chez le coronarien stable, il n'y a aucun bénéfice d'utiliser les bêta-bloqueurs. Il faut utiliser beaucoup plus les autres. Donc, les bêta-bloqueurs ne montrent un bénéfice que chez le coronarien au cours du post-infarctus. Chez le coronarien stable, il n'y a aucun intérêt à observer par l'utilisation des bêta-bloqueurs. Chez le malade est hypertendu et qu'il présente une insuffisance cardiaque, vous avez 4 médicaments à utiliser, les bêta-bloqueurs, les EEC, les ARA2 et les anti-aldostérone. Donc ces médicaments donc, vont corriger donc, les différentes anomalies entraînées par l'hyperactivité du système sympathique chez ce patient. Donc les bêta-bloqueurs, les IEC, donneront de meilleurs résultats dans cette population. Alors que les bêta-bloqueurs étaient auparavant, souvenez-vous qu'ils étaient contre-indiqués chez l'insuffisant cardiaque. En cas de fibrillation auriculaire, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les ARA2 donneraient également un meilleur résultat sur la prévention de la survenue de la fibrillation auriculaire. C'est-à-dire si quelqu'un qui présente une cardiopathie qui prédispose à une fibrillation auriculaire, s'il présente une dilatation de l'oreillette gauche, s'il présente une HVG avec augmentation de pression diastolique, s'il présente des extrasystoles, la prescription d'un IEC ou d'un ARA2 semble donner une meilleure prévention sur la survenue du 9A, contrairement aux autres antihypertenseurs. Donc je résume les choses. Donc en post-IDM, un bêta-bloqueur est préféré. Dans les autres cardiopathies ou coronaropathies, tous les antihypertenseurs sont préférés. Les bêta-bloqueurs et les inhibiteurs calciques sont préférés si le sujet est symptomatique, il présente une angine de poitrine. Et s'il y a une insuffisance cardiaque ou bien une dysfonction sévère du ventricule gauche révélée donc à l'échocardiographie, les bêta-bloqueurs, les EEC, les ARA2 et les anti-aldostérone sont des médicaments de premier choix. Et l'association de 3 parmi ces médicaments reviennent dans les recommandations de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, à savoir donc un bloqueur du système rénine-angiotensine, un bêta-bloqueur et un anti-aldostérone. En cas d'insuffisance cardiaque, à fraction d'éjection préservée, ce qu'on appelait donc l'insuffisance cardiaque de type diastolique, donc le choix de traitement dépend des complications chez ce malade. S'il présente donc des œdèmes, il faut préférer les diurétiques. S'il présente une tachycardie, donc préférer les bêta-bloqueurs, ainsi de suite. Il est également recommandé que tous les patients avec une HVG doivent recevoir un antihypertenseur qui va par la suite être bénéfique sur la régression de cette hypertrophie ventriculaire gauche. Alors, en cas d'atteinte athéromateuse diffuse ou d'artériopathie des membres inférieurs, donc s'il y a une atteinte au niveau des carotides, donc préférez un inhibiteur calcique ou bien un IEC. S'il y a une rigidité artérielle, tous les antihypertenseurs sont bénéfiques chez le patient, bien que certaines publications disent que les bloqueurs du système rénine-angiotensine donneraient mieux. Et s'il y a une anémie, donc il n'est pas contre-indiqué d'utiliser un bêta-bloqueur, comme ça a été donc dit auparavant. Donc les bêta-bloqueurs peuvent être utilisés, ils n'aggravent pas la situation chez le sujet présentant une anémie. S'il y a une dysfonction érectile, chose très fréquente chez l'hypertendu, parce que l'hypertension artérielle est une des causes de la dysfonction érectile. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans les recommandations de 2013? Comparé aux anciennes drogues, les nouveaux antihypertenseurs
c'est-à-dire les ARA2, les EEC, les inhibiteurs calciques et les bêta-bloqueurs de nouvelle génération, donc qui ont un effet vasodilatateur, ont un effet neutre, voire bénéfique sur la dysfonction érectile. Donc ils doivent être utilisés de façon large dans cette population. Et on peut même associer à ces médicaments de sildenafil, par exemple, pour améliorer la fonction érectile. Les associations, si on est obligé d'associer les médicaments chez les patients, donc l'association d'un diurétique thiazidique à un inhibiteur calcique n'est pas optimale au plan pharmacodynamique, car les deux classes activent le système rénine, angiotensine, aldostérone, donc on ne gagnera pas beaucoup sur l'hypertension artérielle. Mais les bithérapies les plus synergiques en théorie combinent un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou un sartan, c'est-à-dire un ARA2, un thiazidique ou bien un inhibiteur calcique. Donc ce sont les meilleures associations, associées donc un bloqueur du système rénine-angiotensine, un diurétique thiazidique ou bien un inhibiteur calcique. Donc on sera amené dans l'escalade thérapeutique, si vous voulez, à passer d'une monothérapie à une bithérapie dans un second temps et à une trithérapie par la suite. Généralement, donc, dans un premier temps, donc, on ne réglera que un tiers de la population qui répondra à une monothérapie. Donc il faut bien surveiller le patient dans les 6 premiers mois pour passer éventuellement à une bithérapie s'il y a nécessité. Quand il y a une bithérapie, donc soit un bloqueur du système rénine-angiotensine associé à un inhibiteur calcique, soit un bloqueur du système rénine-angiotensine associé à un diurétique, ce qui va régler le problème des 2 tiers de nos patients. Si le problème n'est pas réglé, donc on passera à une trithérapie et on va associer les 3 médicaments les plus efficaces et les moins néfastes sur le plan glycémique, qui donnent moins de perturbations sur le plan métabolique, c'est-à-dire un inhibiteur calcique, un bloqueur du système rénine-angiotensine et un thiazidique. Et si jamais on ne règle pas le problème, ça deviendra donc la forme connue d'HTA résistante qui nécessite par la suite l'association d'un anti-aldostérone dans un premier temps, de l'aldactone à des doses infimes pour améliorer, qui améliore dans la moitié des cas. Dans le reste, ça reste toujours un problème. C'est pour cela qu'on essaie de développer des moyens instrumentaux, si vous voulez. Vous avez bien entendu de la dénervation rénale, de la stimulation des récepteurs carotidiens et dernièrement même la création d'une fistule entre l'artère iliaque et la veine, une veine pour drainer en quelque sorte, pour répartir les pressions entre le système artériel et le système veineux afin de diminuer la pression artérielle quand il y a échec de toutes les autres méthodes thérapeutiques. Alors je vous rapporte ici les dernières recommandations canadiennes de 2015 sur le traitement de l'hypertension qui consiste à la protection vasculaire. Donc on doit associer chez ces patients qui ont un profil vasculaire un peu spécial, associer soit une statine, soit de l'aspirine. C'est une question qui revient souvent, donc je vous donne donc les dernières recommandations canadiennes. Alors les statines sont recommandées chez les patients hypertendus fortement prédisposés s'ils souffrent d'une maladie athérosclérotique, c'est-à-dire si vous faites un TSA, une échographie des artères carotidiennes et vous trouvez une infiltration athéromateuse ou bien des plaques d'athérome au niveau des carotides, donc c'est ce qui témoigne d'une atteinte athérosclérose. Donc, ou bien chez quelqu'un qui est du sexe masculin, qui a un âge supérieur à 55 ans, qui est tabagique, donc il y a plus de 3 facteurs, donc vous êtes autorisé à donner une statine. L'aspirine à faible dose chez les patients hypertendus âgés de 50 ans et plus, utilisée, mais il faut utiliser bien sûr l'aspirine en association il faut l'utiliser une fois que les chiffres sont stabilisés, parce que si jamais il fera un AVC hémorragique, on ne fera que compliquer sa situation avec de l'aspirine. Dans les nouvelles recommandations également, il y a un point important qui ne figurait pas dans les anciennes recommandations, c'est qu'il faudrait vérifier régulièrement chez tous les patients s'ils font usage du tabac. Ça devient une recommandation. Il faut vérifier si le patient est tabagique ou pas. Et les professionnels de la santé devraient fortement conseiller aux personnes concernées de cesser de fumer. Et dans l'étude, dans les recommandations, ils publient même des études qui ont montré que le fait de donner des conseils améliore le pronostic sur le plan cardiovasculaire chez ces patients.
Donc il faudrait donner des conseils à tous les fumeurs, en plus de leur offrir un traitement médicamenteux qui pourrait les aider donc, à l'arrêt, au sévrage de tabac, dans le but donc, de cesser de fumer. Merci à vous. Oui. Merci, M. Chibani.